Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du PLIB 2022. Si vous me suivez depuis très longtemps ou même suffisamment longtemps, vous avez dû voir passer des chroniques pour le PLIB 2022 ou le PLIB 2021 ou le PLIB 2020 ou le PLIB 2019. Je ne sais plus jusqu'où je peux remonter comme ça. Mais en attendant, voilà, je suis jurée du PLIB depuis, alors pas ses débuts, mais depuis la seconde édition. La première édition, je regardais de loin, voir comment se passait ce prix. Et je me suis engagée dès la seconde édition, donc ça fait déjà pas mal d'années. Le PLIB, c'est quoi? C'est un prix littéraire décerné par des booktubeurs, des bookstagrammeurs, à présent des tiktokers, voilà, des chroniqueurs, des personnes qui lisent des livres, des personnes comme vous et moi. Et c'est ce qui rend ce prix particulier, puisque ce ne sont pas des prix décernés par des journalistes, par des professionnels. Non, c'est un prix qui est décerné par nous, simples lecteurs. La condition pour faire le PLIB, c'est de chroniquer les 5 finalistes. C'est la seule obligation tout au long de l'année. Voilà, on passe de beaucoup de sélectionnés, je ne sais plus combien, plus de 200 c'est les présélectionnés, à 20 ou 25, ça dépend des années, aux 5 finalistes. Et c'est l'occasion pour moi, cette vidéo, de faire un petit bilan de cette année pour le PLIB 2022, puisque ça fait déjà un petit moment que j'ai lu les 5 finalistes, donc petite piqûre de rappel, je vais vous présenter dans l'ordre de préférence, on va dire, mes 5 finalistes pour arriver au grand gagnant. À la place numéro 5, donc le dernier des 5, je mettrai Fleur d'Oko de Laetitia Danae parce que je n'ai pas du tout accroché. Je vous laisse avec ma chronique. Clairement, je crois que je vais arrêter les livres de Laetitia Danae puisque j'ai lu la duologie Rosen et que j'avais été fortement déçue par le premier tome parce qu'on m'avait vendu une mythologie orientale avec des djinns, etc. Donc ça m'avait fait rêver et puis finalement on s'était retrouvé dans un roman de cour avec des prétendantes pour le trône, etc. Des manigances politiques, ce genre de choses. Et finalement, Fleur d'Oko, eh bien c'est un peu la même chose puisque on me vend une mythologie africaine, une magie africaine, et on se retrouve dans un roman de cour. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux aimer les romans de cour. Hein. Ce que j'appelle romans de cour, ce sont les romans où on se retrouve à la royauté, on participe aux manigances politiques, on participe à des jeux de pouvoir, ce genre de choses. Et là, Fleur d'Oko, eh bien nous suivons Oko, qui est une jeune fille qui veut absolument échapper à sa vie actuelle. Elle a été confiée à sa tante, qui est une sorcière, qui la maltraite, enfin qui lui fait vivre un enfer. Et Oko cherche à s'évader et à partir pour vivre une vie meilleure. Elle va s'inscrire, on va dire, pour être l'apprentie d'un grand sorcier qui officie à la cour justement. Et elle ne va pas se retrouver toute seule à prétendre à ce titre d'apprenti puisqu'ils vont être 20. Et pour départager ces 20, eh bien le sorcier les emmène à la cour et puis leur fait faire différentes choses. Là, elle va devoir, avec sa magie à elle, répondre à des sollicitations de nobliaux, jusqu'à ce que la princesse arrive et lui dise « Voilà, ton but, ça va être de me choisir mon futur époux. » Et donc s'ensuit des rencontres avec les futurs époux, etc. etc. Clairement, je n'ai pas vraiment aimé ce roman parce que je m'attendais à autre chose et j'ai été encore fortement déçue. Je vous dis, hein, décidément, Laetitia Danae, je vais arrêter. Je sais pas, je trouve ça assez plat. Finalement, il n'y a pas grand intérêt. Le point fort de ce livre, c'est vraiment ces chapitres hyper courts. On est sur ma liseuse à
4 minutes à peu près par chapitre, donc ça défile à toute vitesse, ça c'est génial. Sauf que quand l'histoire ne vous intéresse pas et que bah, vous n'y voyez aucun intérêt, donc vous l'aurez compris, je ne lirai pas le second tome. Je n'en ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, je ne suis absolument pas curieuse du développement de cette histoire. Donc pour moi ça a été un flop cette lecture et je peux vous la recommander si vous avez envie de découvrir un petit peu le folklore africain, même si je trouve que cette partie-là est très peu développée finalement, parce que quand on est sur les enseignements du chef, du sorcier, et ben on est sur des petites histoires, il leur apprend pas grand chose, c'est débrouille-toi toute seule. Chacun a des magies différentes et même au niveau des magies, ben, on n'en apprend pas beaucoup plus. On sait la magie d'Oko, on commence à savoir ce que les autres apprentis pourraient avoir comme magie, mais bon, sans plus. Je trouve que c'est beaucoup trop flou, pas fouillé et c'est un peu dommage. En numéro 4, je placerai Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken parce que j'ai trouvé ça très long. Très long. Petite vidéo improvisée puisque mon logiciel de montage a décidé que vous ne verrez pas mon avis sur Une couronne d'os et d'épines. Non, il n'a pas envie. J'ai une vidéo de 24 minutes et il ne prend que les 10 premières minutes. Et mon avis est bien sûr à la fin de la vidéo. Donc je reviens rapidement pour vous faire un point, un bilan sur cette lecture. Bien sûr vous pouvez quand même voir la vidéo originale sur YouTube puisque YouTube marche, hein. C'est juste mon logiciel de montage qui ne veut pas. Cette lecture date d'avril et en règle générale, pour le point général sur cette lecture, je l'ai trouvée extrêmement longue. C'est un roman très long, je crois qu'il fait 600 pages en papier. En e-book c'était à peu près ça, mais en fait j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression que je n'avançais pas d'un pas dans cette histoire. Pour moi c'était extrêmement long, en même temps c'est un roman, c'est une fresque, c'est la vie d'une femme, d'une personne. On la rencontre à ses 11 ans et je crois qu'on termine l'histoire, elle a une quarantaine d'années, donc voilà, forcément, il y a de quoi dire. Nous sommes dans un roman avec un univers bien particulier où il est question de corbeaux. Les jeunes filles qui ne saignent pas, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, deviennent corbeaux, c'est-à-dire qu'elles sont au plus près du pouvoir, elles sont les conseillères des rois. Et donc on va suivre cette jeune fille, vous m'excusez, depuis avril, j'ai même plus son nom en tête. Cette jeune fille qui va devenir corbeau et qui va même être l'héritière de la reine Corbeau. Elle suit une formation particulière. Bref, il va lui arriver pas mal de choses. Elle va se faire exiler du royaume et pour y revenir, elle va devoir faire certaines choses. C'était long. Ça, je vous l'ai déjà dit. Deuxième chose qui me turlupine, on va dire, c'est que ce roman est tagué comme féministe. Pour moi, ce roman n'est absolument pas féministe, puisque dès les premières pages, on assiste à une scène de viol. Par la suite, on va mettre aux enchères sa virginité. Et encore plus loin, dans son exil, elle va devoir se faire violer à répétition par un roi étranger pour que celui-ci attaque le royaume dont elle vient. Je vous dis violer à répétition parce que clairement à chaque fois qu'il l'appelle pour lui sauter dessus, elle ça la dégoûte, elle est voilà. Donc c'est un viol. Et voilà, sous couvert que c'est une femme qui va user de ses charmes et qui va les utiliser pour manipuler le roi et lui faire faire ce qu'elle a envie. Non, c'est pas féministe. C'est pas féministe, c'est un viol. Que tu le fasses pour telle ou telle raison, non, tu te fais violer. Donc pour moi, non, non. Pour moi, je ne comprends pas, en fait. Je n'ai absolument jamais compris ses intentions, sa personnalité, ses choix. Je n'arrivais pas. Je n'ai pas du tout compris cette femme, ce personnage. Il y a d'autres personnages qui gravitent autour d'elle. Heureusement, il y a une très jolie histoire d'amitié entre elle et son protecteur. Ça, c'était sympa. Mais j'avais aucun attachement pour les personnages. Avec tout ce qui arrivait, aucun attachement. Et je vous dis, mais on aurait pu couper mais les 3/4 du roman. C'était trop long. Trop long. C'est pour ça qu'il se retrouve à la 4e place. En 3e position,
je mettrais En sang de Johanna Marin parce que j'ai pas trouvé ça très original, l'ambiance était sympa, mais que voulez-vous, on n'accroche pas à tout. J'ai passé un bon moment. L'avantage de cette lecture, c'est que les chapitres sont hyper courts, donc ça rend la lecture très fluide. On a un côté steampunk alors qu'on est dans la Nouvelle-Orléans des années 1919. On a cet aspect steampunk qui caractérise un petit peu tous les romans de Johanna, que j'aime bien. J'aime bien cette ambiance. On est avec le tueur à la hache. Moi personnellement j'ai déjà lu des romans qui parlaient de ce tueur à la hache, donc niveau originalité j'avais un peu l'impression de me retrouver dans un énième roman sur le tueur à la hache. Mais l'avantage, enfin la touche d'originalité, c'est que on va partir sur le tueur à la hache, mais pas seulement lui, puisque un autre va prendre le relais. Et on va enquêter pour découvrir qui est ce tueur à la hache, qu'est-ce qu'il veut, et tout cela sur fond de steampunk. J'ai passé un bon moment, ça ne restera pas une lecture très fraîche dans ma mémoire, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu, je l'avais lu début de l'année. Voilà, du 1er au 3 janvier, je me le suis bouffé. Donc si vous voulez, là on est fin janvier et je commence déjà à voir s'estomper toute l'histoire. Je me rappelle quelques petites touches, je me rappelle de la résolution, qui était d'ailleurs hyper originale. Mais voilà, ça reste un roman que finalement je vais oublier assez vite. Ce qui n'empêche que, voilà, les souvenirs qui me restent étaient une lecture sympa, teintée de jazz, qui caractérise la Nouvelle-Orléans, teintée de tout ce qui fait cette ville-là, avec ses croyances un petit peu vaudou, etc. Là, je vous ai dit un petit peu qu'on était dans du steampunk parce qu'on a des automates qui cohabitent. Un univers plutôt original alors qu'on se base sur une histoire qui, elle, ne l'est pas, le tueur à la hache. Une résolution qui, franchement, moi je l'avais pas devinée et qui peut être assez surprenante. Mais bon, finalement, une lecture qui s'oublie assez vite, malheureusement. En seconde position, je placerai Prospérine, virgule point, de Laure d'Argelos, parce que j'ai trouvé l'univers très sympa. On est dans un petit cozy mystery plutôt agréable, mais j'ai eu un peu de mal à m'attacher aux personnages du fait qu'ils étaient fictionnels. Pour le plib, j'ai lu en e-book Prospérine, virgule point, qui raconte l'histoire de Prospérine qui vit à demi-mot, qui est plus intéressée par ses plantes que par le travail de tout son village pour restaurer les mots. Oui, parce qu'on est dans un univers bien particulier. En fait, Demi-Mot, c'est un village à l'intérieur d'un texte. En fait, tous les textes que l'on écrit, qu'ils soient publiés ou non publiés, qu'ils restent dans un tiroir ou qu'ils soient édités, eh bien, il faut savoir que dans ces textes, il y a des gens qui vivent dedans et qui l'entretiennent, ce texte, pour qu'il ne tombe pas en morceaux. Et c'est ce qui va arriver à Demi-Mot, puisque un jour, la lettre de la phrase sans fin, puisque nous sommes dans un roman qui n'a jamais été publié, qui a été oublié dans un tiroir et qui n'a même pas de fin, ça se termine en plein milieu d'une phrase, et bien la dernière lettre va tomber à Demi-Mot, et c'est le drame pour les habitants, puisque eux, ils passent leur temps à restaurer ces lettres, à faire en sorte qu'elles soient bien entretenues. Et quand cette lettre va tomber, c'est leur monde qui va être bouleversé et un agent va être envoyé de la capitale et le verdict est sans appel, Demi-Mot est condamné, ce texte va s'effacer et tout ce village va disparaître. Et pour Prospérine, c'est juste impossible pour elle de voir disparaître son village. Elle va se rendre à la capitale pour trouver une solution et faire en sorte que le texte original qui maintient Demi-Mot en vie, eh bien, soit fini par son auteur. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai trouvé cet univers hyper original parce que quand on aime les mots, quand on aime la lecture, quand on aime le texte, se retrouver à l'intérieur du texte et voir ces petites mains qui qui ont toute leur vie consacrée à ça, eh ben fallait le faire. C'était une idée sensationnelle. Pour ce qui est de l'histoire, après on est dans une enquête, savoir ce qui se passe à Demi-Mot, pourquoi les lettres se détachent, essayer de contacter l'auteur
pour qu'il finisse sa phrase. C'est finalement assez classique dans l'enquête parce que on est comme une sorte de cozy mystery. Faire tout ce vocabulaire, tout cet univers autour du livre, c'était très chouette. Par contre, comme ce sont des êtres fictionnels, et ben j'ai eu aucun attachement pour eux. À un moment, il y a un meurt, et ben, ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors je sais pas, je suis peut-être insensible, alors que dans le livre précédent, j'ai pleuré pour un personnage. Et ben là, je me suis dit non, mais c'est pas définitif, c'est juste un texte. J'y croyais pas. Donc voilà, il y avait cette distance avec les personnages, mais franchement, ce livre est un ovni. Je pense qu'il faut que vous le découvriez, parce que c'est quelque chose que vous ne lirez pas tous les jours. Et non, c'était très sympa. De là à rentrer dans dans mes 5 finalistes, je sais pas. Et enfin, pour moi, mon grand gagnant, celui pour qui je voterai en septembre, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, parce que ce roman était une très bonne lecture. D'une traite en revenant de Montreuil, je l'ai acheté à Montreuil, je l'ai lu sur le retour le dimanche et je dois bien avouer que c'était hyper addictif. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je ne suis pas du tout réécriture de conte, mais à force que je vous le dise, je commence à mentir à moi-même puisque Rouge avait été mon coup de cœur de l'année dernière. C'était une réécriture de conte du Chaperon Rouge et là, D'or et d'oreiller, c'est une réécriture de La Princesse au Petit Pois. Et du coup, à force de vous dire que j'aime pas les réécritures, on va plus me croire parce que j'ai beaucoup aimé ce roman. Il est d'une fluidité absolue, je l'ai dévoré, je n'arrivais plus à m'arrêter. Quand je suis sortie de mon train et que j'ai repris ma vie, et ben je ne pensais qu'à ce livre, j'avais envie de le terminer à tout prix. Et donc ici, nous allons suivre une famille avec ses 3 filles qui vont partir pour un château pour se donner en épouse à un mystérieux homme qui revient d'on ne sait où. En fait, c'est le fils d'une famille bourgeoise richissime qui avait disparu depuis des années, on n'entendait plus du tout parler de lui jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il dise qu'il cherchait une épouse. Donc toutes les familles du village se précipitent et donc cette famille-là avec les 3 filles, vont être envoyées avec leur servante au château puisqu'il y a une condition pour devenir l'épouse de ce lord, c'est de passer une nuit au château sans chaperon, sans personne. Et c'est à l'issue de cette nuit que le lord fera son choix, qu'il retiendra son épouse ou pas du tout. Et sur ces filles qui vont passer la nuit au château, une va être nue et va rester au château pour découvrir les autres épreuves qui l'attendent. Alors comme ça, voilà, ça peut paraître assez particulier comme histoire, mais ça va bien au-delà. On est dans un roman qui aborde la sensualité. On a des passages très sensuels sans jamais aller au-delà. On est dans une collection Medium Plus qui est pour les 13 ans et plus. Et voilà, il y a tout ce côté charnel dans ce roman qui m'a beaucoup plu. Et on bascule de ce côté un petit peu charnel, séduction, etc. dans quelque chose de beaucoup plus sombre. La découverte d'une malédiction, la découverte d'un château très particulier qui a une emprise sur les gens. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cette dichotomie entre quelque chose de très doux, de très posé, de très sensuel, et ces ténèbres qui recouvrent tout et qui au contraire sont durs, sont violents. Voilà, j'ai vraiment aimé cette opposition dans ce roman et j'ai passé un très bon moment. Je pense que d'ici là, si je ne fais pas d'autres très bonnes lectures pour le PLIB, il sera parmi mes 5. Je commence à étoffer ma liste des 5, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il ira loin dans le PLIB et qu'il peut plaire à un très grand nombre de lecteurs. Et je pense que, ouais, celui-là fera partie de mes 5. Voilà, vous savez à présent pour qui je vais voter. On verra bien s'il gagne, parce que depuis le temps que je fais le PLIB, mon gagnant n'a jamais gagné. Je ne sais pas, j'ai peur de leur porter la poisse, je n'espère pas. Donc on verra bien si D'or et d'oreiller remporte le prix cette année. En tout cas, je souhaitais remercier
ceux qui ont créé le Plib, ceux qui le font vivre, et ce sont tous des bénévoles, donc clairement ils méritent d'être reconnus. Donc merci beaucoup Céline, Patatras, Pauline, et tous ceux, toute l'équipe du Plib derrière lesquels ils se reposent, ceux qui font la com, ceux qui organisent les challenges, ceux qui font les newsletters, bref, tout le monde. Il y a pas mal de monde qui travaille pour le Plib. C'est un travail de fou pour des bénévoles, donc merci à eux, merci de continuer à faire vivre ce prix et merci de mettre en avant notre communauté de Booktube, de Bookstagram, de TikTok, de n'importe quoi, de faire vivre en fait une communauté de lecteurs passionnés, et merci. Et puis on se retrouve en octobre pour savoir qui gagne.